Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 17 février. Voici les titres. Et des villes où il fait bon pédaler, le baromètre des villes cyclables 2021 a été dévoilé il y a quelques jours. Versailles et Manille-les-Hameaux sont en tête en Ile-de-France. Reportage. Le point également sur le RER Vélo qui entend créer un grand réseau francilien de pistes cyclables. Suite et fin du dossier de la rédaction consacré au marché, véritable lieu de rencontre d'histoires et de personnages hauts en couleur. Dernier numéro ce soir au marché de Rambouillet qui s'installe notamment chaque mercredi et samedi, place de la Libération. Et puis Chatou, lieu incontournable du street art. 2 des 6 œuvres réalisées dans la ville l'été dernier sont sélectionnées pour les Golden Street Art 2021. 40 fresques en tout sont en lice. Les votes du public sont ouverts jusqu'au samedi 19 février. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris cette information dans l'après-midi. Le centre de vaccination de Rambouillet fermera ses portes ce samedi 19 février au soir. Et décision prise suite à la baisse constante des rendez-vous ces dernières semaines. Le site se tient prêt à rouvrir en cas de rebond épidémique du Covid-19. Les personnes ayant pris rendez-vous après cette date seront réorientées vers des professionnels de santé. Rambouillet qui rejoint donc Saint-Quentin-en-Yvelines dans la liste des centres qui vont fermer. Le vaccinodrome que vous voyez à l'image cessera son activité le 25 février. Cette nouveauté qui va permettre de couvrir les besoins en eau potable mais également en chauffage des habitants de Saint-Germain-en-Laye. Cette semaine, le forage de l'Albien a été inauguré. Les précisions de Mathilde Franco. À proximité de la chaufferie biomasse, le nouveau forage à l'Albien de Saint-Germain-en-Laye a 3 objectifs. Transférer l'ancien forage situé au PEC. Ce forage, en fait, il découle d'un ancien forage qui existait au PEC, qui n'est plus exploité aujourd'hui. Réaliser la valorisation thermique de l'eau. On valorise la chaleur. L'eau, elle ressort à 28 degrés de ce forage. Donc 28 degrés, c'est trop chaud pour être redistribué. Donc nous, on extrait les calories et on fait baisser la chaleur. Et cette chaleur récupérée, on la réinjecte dans le réseau de chaleur. Et sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour les Saint-Germainois. À travers la mise en place de ce forage à l'Albien, nous maîtrisons 40% de nos consommations d'eau. Et c'est très important d'avoir des capacités, de maîtriser ces flux, parce que c'est aussi la maîtrise des prix de l'eau plus tard. La nappe phréatique de l'Albien est située à environ 627 mètres sous terre. Le coût total des travaux s'élève à un peu plus de 5 millions d'euros. On est sur un budget conséquent avec 5 millions d'euros de subventions publiques. L'agence de l'eau, l'ADEME, c'est l'agence pour la maîtrise de l'énergie. La région Île-de-France qui a été un partenaire de tous les instants. Et puis des partenaires économiques parce que la particularité de ce projet, c'est que c'est du public et du privé. Donc la société sort et puis la Banque des Territoires, c'est-à-dire la Caisse de dépôt et consignation qui est également notre partenaire au capital de cette société d'économie mixte. 2 en 1, la chaleur de l'eau permettra de fournir 6 800 MWh de chaleur aux habitants, puis 16 200 MWh en 2024. Cette nouvelle source de chaleur permettra à la ville de Saint-Germain-en-Laye d'étendre sa part d'énergie renouvelable à quasiment 80%. La Fédération des usagers de la bicyclette a récemment dévoilé son baromètre des villes cyclables 2021. Résultat, Manille-les-Hameaux est en tête des communes en Ile-de-France. Pourquoi le village obtient-il de bons résultats? Éléments de réponse avec Célia Gatsongo, Mélanie Poquet, Bichente Mérien Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude. Adepte du vélo, la famille Neuville emprunte régulièrement cette piste cyclable. J'utilise mon vélo pour aller à l'école ou quand je fais des activités. Des fois, on fait des sorties, des longues sorties avec papa-maman. C'est un peu une philosophie, et puis du coup, ils me suivent aussi à vélo, il n'y a pas trop le choix, il faut suivre maman. Donc ils sont sur le vélo aussi depuis tout petit, depuis qu'ils ont 3 ans et demi ou 4 ans, ils ont appris à faire du vélo. Et donc on profite de ce moyen de transport pour circuler en ville notamment, et puis c'est aussi un sport pour nous. D'après le baromètre des villes cyclables, Manille-les-Hameaux est la première commune d'Île-de-France où il fait bon de pédaler. C'est vrai que la ville se prête bien à la circulation, il y a peu de trafic, des voies cyclables, etc. Donc on se sent en sécurité, il n'y a aucun souci. Ouais. Pour les courses. C'est également à vélo que Didier et Marlène vont faire les courses à Romainville. Habitants de Manille-les-Hameaux, ils sont habitués de ce mode de transport doux. On est libre, on n'a pas de parking avec la voiture. Je vais même en vélo jusqu'à la gare de Saint-Quentin sans un seul feu. Ça me prend 20 minutes, je vais aussi vite que le bus. Un trajet de 5 minutes pour arriver à destination. Tous les 2 jours, le retraité se déplace à vélo pour les courses, les rendez-vous administratifs ou encore se rendre à la poste.
Sur le chemin qu'on a pris, là, vous venez le week-end, c'est plein de gens. Il vaut mieux pas prendre la voiture. Oui. Donc c'est bien parti, mais il y a encore du travail quand même. C'est ça. Tout à fait. Surtout dans la liaison des pistes cyclables. En fait, l'interconnexion des pistes cyclables. Des travaux encore à faire dont le maire est conscient. Maintenant, très clairement, la difficulté aujourd'hui, c'est les liaisons vers les autres communes autour. Et là, il faut que l'ensemble des collectivités qui ont ces compétences-là fassent aussi leur travail. C'est le cas de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le plan vélo donc, qui vient d'être voté. Des axes cyclables, notamment avec la commune de Voisins-le-Bretonneux, devraient être réalisés. Les travaux du plan vélo de Saint-Quentin-en-Yvelines débuteront 2023 ou 2024 avant les JO. Avec moi par visioconférence, Philippe Couden et Éric Harlet, membres du collectif Vélo Île-de-France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Manille-les-Hameaux, première ville cyclable d'Île-de-France, mais on peut y ajouter aussi la ville de Versailles qui est première pour les communes de plus de 20 000 habitants. Montigny-le-Bretonneux est deuxième. Vélizy, Villacoublay et Guyancourt sont également bien placés. Il fait bon pédaler dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles-Grand-Parc ? C'est certain, à Versailles-Grand-Parc, en tout cas à Versailles, on a plusieurs communes qui sont bien placées. Il y a Buc, les Loges-en-Josas, Versailles sont certainement des villes où il fait bon pédaler. Alors avant de parler du sujet, alors on va parler de ce sujet, on a parlé de ce sujet, on va parler d'un autre sujet, pardon, voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est un projet d'envergure qui devrait aboutir, des petits bugs techniques, c'est pas grave, en 2030, c'est le RER-V, RER vélo, autrement dit, créer un grand réseau de pistes cyclables franciliens, interconnecter l'existant, créer aussi de nouvelles voies pour aboutir à un tout cohérent qui ressemblerait à ça, on va voir la carte s'afficher, 9 lignes, 650 km de pistes cyclables avec d'ores et déjà 5 axes prioritaires ciblés à partir de 2025. C'est un projet de 500 millions d'euros porté par votre collectif Vélo Île-de-France et soutenu également par la région Île-de-France à hauteur de 300 millions d'euros. Philippe Couden, pourquoi c'est un projet qui fait sens ? Il fait sens parce qu'il répond aux attentes des cyclistes d'un réseau structurant et continu. Si on regarde ce qu'il y avait, enfin l'existant ou les pistes cyclables, ne serait-ce que sur une carte, on voit bien que les discontinuités sont partout. Quand on est sur le terrain, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous et ne répond pas forcément aux besoins du quotidien. Le collectif Vélo Île-de-France, qui comprend, je le rappelle, 41 associations, 160 communes, 8000 adhérents, et qui a été créé en mars 2019, a tout de suite recherché à créer un réseau structurant, confortable, sécurisé, continu, à l'échelle de l'Île-de-France, de manière à créer une sorte de squelette sur lesquels viendront s'appuyer d'autres réseaux beaucoup plus locaux, comme le départementaux ou intercommunaux. 45% du réseau est déjà existant, ça veut dire qu'il reste plus de la moitié à accomplir encore. Oui, on peut. 45%, ce sont déjà les voies vertes existantes. Ce sont des endroits où on n'a pas à chercher le tracé. Par contre, il faudra quand même travailler sur la qualité et la réponse au cahier des charges, puisque vous le noterez sur les documents de la région qui sont publics. On a un certain standard qui est de qualité et certaines exigences qui sont fixées par un cahier des charges spécifique pour le RER-V. Alors Philippe Couden, vous êtes en charge de ce projet RER Vélo plutôt sur le nord des Yvelines. Éric Harlet, vous êtes plutôt sur la partie Versailles-Grand Parc. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aménagements à prévoir sur ce secteur ? Est-ce que l'existant est déjà conséquent pour ce projet RER Vélo ? L'existant n'existe que dans Paris et un petit peu ici les Moulineaux. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de la boucle de la Seine parce que la traversée de Boulogne-Billancourt est impossible. En revanche, dès qu'on va monter sur la D910, c'est-à-dire qu'il va du Pont de Sèvres jusqu'à Versailles et ensuite au-delà qui continue vers Saint-Cyr-l'École et Trappes, on a tout à faire. C'est-à-dire qu'en gros, on a défini le tracé, on pense qu'il y a la place, on a le principe de continuité, c'est-à-dire la chaussée roulante, des voitures en stationnement, la piste cyclable aux normes et ensuite le trottoir, de manière à ce qu'on n'ait pas de risque d'interférence avec les voitures
en stationnement, c'est-à-dire les ouvertures de portières, etc. Donc on attend une certaine continuité sur un tracé sur lequel on s'est mis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a encore quelques points difficiles, des points techniquement impossibles, où on ne pourra pas casser tout, c'est à Viroflay, les arcades, et à Saint-Cyr-l'École, où là, on a donc à travailler beaucoup avec la mairie pour obtenir la solution des embouteillages voitures qu'il y a actuellement à Saint-Cyr. Ce sera les embouteillages ou les vélos, et donc il va falloir faire des choix difficiles. Donc des choix encore à faire. Quand est-ce qu'on pourrait voir les premiers aménagements, les premières réalisations? Ça demande encore un petit peu de réflexion, on l'a bien compris. Oui, alors là pour l'instant on a lancé les phases d'études et donc ils vont se répartir les différents mètres d'ouvrage, mais à l'issue des phases d'études on va valider un trajet qui ne sera pas totalement définitif, notamment à l'articulation du bas, le pont de Sèvres jusqu'ici les Moulineaux, où on sait bien que c'est un nœud de route très compliqué. Mais pour le reste, on devrait avoir les premiers coups de pioche assez rapidement, peut-être avant les Jeux Olympiques. Je ne dis pas que tout sera fini aux Jeux Olympiques. On espère avoir fini en 2025, puisque nous sommes le RER-V-C. Vous notez la lettre qui est la même que la ligne C du RER. Le RER-V-C est en première phase du RER-V, du réseau. La carte et effectivement le code couleur reprend le code couleur justement du RER, les trains bien sûr qui circulent en Ile-de-France. Alors parmi les 9 lignes, il y a 5 axes prioritaires. Il y en a un qui va passer par les Yvelines justement de ces axes prioritaires, c'est celui qui va aller jusqu'à Plaisir, c'est bien ça? Philippe, oui. Philippe Couden, oui peut-être. Oui. On a 3 lignes qui sont en cours d'études. Il y a la ligne A1 qui fait Porte-Maillot-Pontoise et qui passe par le nord des Yvelines sur Conflans-Sainte-Honorine, Morcourt et puis Andrézy. La C1 qui fait ici les Moulineaux, Morpas en passant par Versailles. Et puis la B3 qui fait Porte de Châtillon. Alors c'est un grand arc de cercle qui fait tout le sud de la région parisienne et qui remonte sur Plaisir. Et qui emprunte un petit bout de la Vélocénie, pour ceux qui connaissent. Voilà pour les axes prioritaires. Alors si on en vient maintenant au nord des Yvelines, qui est la partie qui vous concerne le plus, même question que pour Éric Harlet. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aménagements à prévoir? Où en est-on concrètement aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de travail qui sont faits dans ce qu'on appelle les comités d'axe. La région pilote et anime des réunions dans lesquelles se retrouvent toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les communautés d'agglo, les villes, le département, et puis certaines industries qui sont propriétaires, l'ONF, la VNF. Vous connaissez le millefeuille administratif et à chaque fois, ça répond à des normes différentes. Donc, c'est très difficile quelquefois de mettre tout le monde d'accord. Et c'est le rôle de la région de vérifier qu'il y a bien accord accord complet de tous les participants pour commencer à faire les études pratiques. Donc ça c'est en cours sur la ligne A1, celle qui passe entre Maison-Lafitte et Pontoise. On a des voisins aussi qui travaillent dessus. Et je pense qu'il y aura un tronçon qui est en passe d'aboutir et on va on a bon espoir que ça soit fait dans les 2 prochaines années. Justement, mais c'est quand même des discussions très importantes puisqu'on prépare le travail pour la maîtrise d'ouvrage derrière. Bien sûr, les discussions préalables qui sont très importantes pour prévoir le reste. Justement, une dernière question peut-être à vous deux. Vous avez bon espoir de voir aboutir totalement ce projet. La région Île-de-France parle d'une mise en service petit à petit entre 2025 et ce jusqu'en 2030. En 2030, on aura un RER vélo, à votre avis, complet en Île-de-France? Vous avez bon espoir? Oui, moi j'ai bon espoir. La première phase est déjà bien en route avec la région cite 80 réunions. C'est quand même un travail monumental qu'il faut souligner. Pour la deuxième phase, ce sera peut-être plus compliqué et mais on a quand même un peu de temps devant nous. Et puis il y a des phases qu'on peut avancer, comme des parcours comme la Seine à vélo, par exemple, qui n'attend qu'un aménagement qui était assez, pas léger, mais qui est le tracé est déjà fait. Donc a priori, on peut faire les parties communes RERV et réseau existant, réseau voie verte existant. Donc, on peut déjà avancer sur certains sujets, même sur la phase 2, la région y est prête. Vous êtes optimiste également, Éric Harlet? Oui, je suis optimiste parce que en fait, les mentalités des citoyens, parce que les mairies sont en général pro-vélo, il n'y a pas de problème, sauf très rare, sauf exception maintenant.
En revanche, les citoyens, quand ils voient disparaître des places de stationnement, lorsqu'ils voient que l'accès à leur commerce est plus peu en voiture, et il doit être à pied ou à vélo, ils ont des craintes. On a des craintes pour ce qu'on ne connaît pas, alors qu'on est habitué à des choses qui ne sont pas forcément bien. Alors regardez à Nancy, par exemple, la place Stanislas pleine de voitures. Quel courage politique il a fallu pour obtenir le bel aspect d'aujourd'hui que personne ne remet en question aujourd'hui. Donc on a le même problème. Donc je suis assez confiant qu'on va y arriver. C'est de la gestion du changement. Et alors il y a un truc qui est nouveau, c'est que finalement l'argent est là. Le savoir-faire, il n'est pas vraiment là encore. On a beaucoup de paysagistes et pas encore vraiment des vrais professionnels de la piste cyclable. Et ça reste à construire en France. Et puis l'acceptation par les citoyens, elle est à construire en même temps. Donc, en même temps que les citoyens se mettront à vélo, la part modale pour Versailles, elle est de l'ordre de 3%. Elle augmente tout doucement. On espère quand même 10, 20, 30%. Donc, il s'agit d'augmenter la part modale. Et pas que du vélo, hein, c'est aussi l'usage des fauteuils roulants, parce que les PMR aussi ont droit à la piste cyclable. Normalement, ils auront le droit. Les EDPM, les trottinettes. Et donc, ça fait quand même de la mobilité qui va valoir une ligne lourde de transport en termes d'efficacité. Et ça, c'est quand même très bien. Et ça donne de la résilience, hein, parce que quand vous avez une grève, une panne, le vélo, il n'est pas en panne. Merci Eric Herlé, merci Philippe Couden d'avoir parlé de ce sujet, le RER vélo. D'ailleurs, hein, toutes les informations sur ce projet sont à retrouver sur le site internet qui va s'afficher. Ça y est, il s'affiche, le site du RER vélo, rerv.fr. Merci à vous. Attention, si vous avez prévu d'emprunter les transports en commun ce vendredi, les syndicats de la RATP appellent à la grève pour demander des hausses de salaire. Conséquence, un trafic fortement perturbé sur toutes les lignes du réseau. Dans les Yvelines, les RER A et B sont concernés. Sur les tronçons RATP, prévoyez un train sur 2 en heure de pointe, 1 sur 3 en heure creuse. En dehors du créneau 6h30, 20h30, les gares seront fermées. Enfin, notez qu'à Paris, 8 lignes de métro seront complètement arrêtées demain. Les autres très impactées, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, mais une saturation est à prévoir. Restez informés sur ratp.fr. Toute cette semaine, TV78 vous faisait découvrir les marchés des Yvelines, des marchés emblématiques. Nous refermons ce soir ce dossier à Rambouillet qui accueille près de 100 exposants tous les samedis. La première mention de ce lieu remonte au XIVe siècle. Il est aujourd'hui encore présent en place de la Libération, mais s'étend aussi à la rue du Général de Gaulle jusqu'à la place Félix Faure, découverte avec Mélanie Poquet et Célia Gatsongo. Un peu de calme avant que les clients viennent en nombre. Il est 8h et le marché de Rambouillet s'anime doucement en ce matin de février. Avec une tête d'ail et quelques échalotes. Alors, une tête d'ail. Ouais. Voilà. Alors, comme l'ail cet été, elle s'est un petit peu abîmée, comme il pleuvait, je vous en mets 2-3 gousses en cadeau pour compenser. La ferme Benoît fait partie des plus anciens commerçants. Ces maraîchers viennent tous les mercredis et les samedis. Une histoire familiale, les parents de Sophie ont un temps suspendu leur présence en raison d'une trop forte activité. Avant de revenir proposer leurs produits, les enfants ont pris la relève depuis 35 ans. On a eu beaucoup de clients, il y en a eu un peu moins malheureusement. Par exemple, quand le Grand Frais s'est installé, on l'a ressenti. Voilà, il y a toujours de la concurrence. Faut se relever. Et là, le Covid, faut se relever. Mais vous êtes toujours là? On est toujours là. Qu'il fasse froid comme aujourd'hui, qu'il y ait moins de clients comme aujourd'hui, mais on est là quand même. La clientèle, les gens ont quand même envie d'acheter. Ils n'achètent pas 2 poireaux, une carotte. C'est vraiment, on fait le plein pour la famille. Ils font de la publicité, justement. Il y a des fois, ils prennent pour des amis, pour des voisins. Donc voilà, puis c'est des gens avec qui on peut parler, donc il y a une relation amicale qui se crée en fait avec le client. Des anciens mais aussi des petits nouveaux. Sur la place de la mairie, par une odeur alléchée, les gourmands et les mal réveillés sont attirés par un camion. Merci, de rien. C'est important un petit café?
Oui. Le matin? Ah, c'est très sympa le café dès le matin, ça c'est sûr. Et surtout, il est excellent, très bon. Arlos Coffee est l'un des derniers exposants installés. Laura et Arnaud sont présents les samedis depuis un peu moins d'un an. Leur particularité, un produit qu'on ne trouve pas souvent sur les étals d'un marché du café. Ils sont artisans torréfacteurs. C'est notre plus gros marché, on va dire. Après, il y a le fait qu'on soit en local. On est sur Rambouillet, donc ça nous tenait à cœur d'être ici aussi. Enfin, c'était logique, on va dire, d'être ici. Et je pense que les clients le ressentent aussi. Le marché de Rambouillet, il est très très bien. Il y a une très bonne ambiance, assez conviviale, assez familiale ici. Et on a vraiment notre clientèle fidèle qui vient vraiment tous les samedis. Donc on aime beaucoup ce marché du coup. Comme d'habitude. Ouais, c'est 1 kilo de Brésil. Voilà. Lieu d'achat et lieu de rencontre, le marché de Rambouillet est aussi pour les clients un moment d'échange et de convivialité. Vous venez du coup tous les samedis ici? Oui, tous les samedis je suis au marché. À part que si je suis pas là, c'est que j'ai une raison. Mais sans ça, je suis toujours au marché. J'adore le marché. J'ai toujours aimé le marché. Pourquoi? J'ai toujours aimé le contact des gens, la discussion, le dialogue. C'est de la vente qu'on parle. On rencontre du monde, les commerçants sont très sympathiques. Et puis on trouve des bonnes choses en plus. J'ai habité à Rambouillet pendant 1 an et du coup j'ai mes petites habitudes, même si ça fait très longtemps. Et j'aime bien venir ici notamment sur cet étal. Jusqu'à 100 commerçants se rassemblent chaque samedi de 8h à 13h pour proposer de nombreux produits aux clients. Boucherie, charcuterie, fromagerie, il y en a pour tous les goûts. La commune cherche à le développer au sein de la future place de la mairie. C'est le plus grand marché du sud du département. 2 autres marchés plus intimistes sont organisés les mercredis et dimanches. Elles ont été peintes à Chatou cet été. 2 fresques font partie des 10 plus belles de France en 2021, une distinction donnée par le site Trompe-l'œil. Ces 2 œuvres de la ville des impressionnistes sont sélectionnées pour les Golden Street Art. Le reportage de Justine Brasier, Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude. 6, c'est le nombre de fresques peintes à Chatou en 2021. Parmi elles, 2 mettent à l'honneur la ville des impressionnistes au Golden Street Art. Le concours lancé par Trompe-l'œil.info récompense la plus belle fresque réalisée en France durant l'année écoulée. Présélectionnées parmi 40 œuvres de France, elles se sont hissées parmi les 10 finalistes des fresques d'artistes internationaux comme Diversité de Vini Graffiti. Artiste française toulousaine qui est jeune, qui est de 1982 donc vraiment, et qui a une audience on va dire internationale puisque ces fresques sont dans le monde entier et voilà, avec une thématique qui est bien particulière, c'est ce visage de la jeune fille qui est récurrent sur toutes ses œuvres. Deuxième œuvre à intégrer le top 10, celle de Carlos Alberto, artiste mexicain. Une fresque en 3D végétale et animalière sur le thème du développement durable. Elle habille le mur du collège Auguste Renoir. Il a pris en fait un petit peu les oiseaux qu'il y a sur Chatou, le martin pêcheur, enfin, des animaux qu'on retrouve et le résultat est plutôt superbe. Ici à Chatou, chacun a sa favorite. Celle qui est là-bas aussi, non? La petite fresque aussi, ouais, ça aussi c'est très beau, ils l'ont fait cet été. Oui, l'oiseau juste devant le collège, ouais, c'est très beau. Celle des Sabinettes qui est sur les bâtiments orange là-bas, je crois que c'est la Marianne si je me trompe pas, ou c'est une dame en tout cas qui est dessinée dessus, je sais plus trop, mais c'est celle-là la plus jolie je trouve. Ma préférée, c'est la jeune fille qui est dessinée. Alors c'est une artiste, une petite artiste qui est dessinée avec des mots dans les cheveux. Elle a des cheveux crépus avec des bouclettes. Vous pouvez voter pour votre fresque préférée sur le site Trompe-l'œil. Clôture des votes le samedi 19 février à 20h. Avant de refermer ce journal, ces images, Gabriela Boda, directrice musicale de la maîtrise de Trappes, a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Cérémonie ce mercredi au Conservatoire de musique et de danse de Trappes. Elle a été décorée notamment pour son investissement dans l'association pour la musique de 50 ans en Yvelines depuis 2010. On l'écoute au micro de Nicolas Dandry. Je suis super heureuse et je suis très très émue, très touchée par cette distinction. C'est la reconnaissance de la France, pas seulement de mon travail, parce que ce que je fais, c'est toujours un réussite d'une équipe. Donc c'est valorisé pour les associations, l'école de musique, etc., de Trappes, les préfets, tous ceux qui œuvrent pour le bonheur des enfants tout court.
parce que chanter, c'est du bonheur. Parce que ça les élève, parce que ça leur apprend plein de choses. Et si on peut participer à leur épanouissement, eh bien, je suis heureuse. L'événement avait commencé par un moment musical avec les enfants qui ont interprété de grands classiques. D'ailleurs, on se quitte sur ces quelques notes. Merci d'avoir suivi ce journal. Belle soirée avec TV78.